Donc, bonjour. Ça ira mieux comme ça. Déjà que c'est la digestion pour tout le monde, donc si je parle en dehors du micro, ça ne va pas aller. Donc, je m'appelle Annick Cardinal et je suis en compagnie d'Hervé Poulawec. On a travaillé avec une petite équipe, on était 5 bénévoles en tout et on représente 2 associations de bénévoles d'accompagnement, Jalmal Côte d'Armor et l'association Présence Écoute de Morlaix, en sachant que dans la salle, il y a des bénévoles d'accompagnement d'autres associations bretonnes qui auront peut-être des questions ou des éléments d'information à amener tout à l'heure. Quand on a préparé l'intervention de l'après-midi, en fait, en petite équipe, on a réfléchi sur 2 questions. La première, comment concilier confidentialité et obligation d'information réciproque entre bénévoles d'accompagnants et soignants. Ce sont 2 obligations légales. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est comment témoigner de la trace intime, de l'empreinte que les rencontres que nous faisons avec les personnes malades et leurs familles laissent en nous. Donc là, je vais passer rapidement, parce que je pense que voilà, vous êtes nombreux à connaître les mouvements de bénévoles d'accompagnement, comme Jalmal et l'ASP, et il y en a d'autres également. Important de dire quand même que ce sont des mouvements laïques, apolitiques, reconnus d'utilité publique. Et donc, les bénévoles proposent une présence et une écoute aux personnes gravement malades, ainsi qu'à leurs proches. Ils accompagnent également les personnes en deuil. Les associations assurent l'accueil, la sélection, la formation et l'encadrement de leurs bénévoles. Pour les nouveaux bénévoles, il y a donc une formation initiale sur une année, comme vous pouvez le voir sur la diapo, qui est assez conséquente. Ça représente un volume horaire de 60 à 80 heures si on inclut l'entretien avec le psycho, l'entretien préalable et la sensibilisation qui va avant ce que vous voyez. Les bénévoles en activité donc, accompagnent très concrètement dans les lieux de soins, mais ont une formation continue sous forme de groupes de parole mensuels obligatoires, animés par des psychologues. Ils participent également à des journées de réflexion et d'information au niveau local, régional et national. Donc au niveau régional, aujourd'hui par exemple, il y a, je pense, 16 bénévoles de l'ASP de Morlaix, 17 de Jalmal Côte d'Armor et puis d'autres bénévoles de Bretagne. Donc, les bénévoles agissent, je vous le disais tout à l'heure, dans un cadre législatif. Le bénévolat d'accompagnement est défini par l'article 10 de la loi du 9 juin 1999 qui pose plusieurs principes que vous voyez sur la diapo. Et dans ces principes, il y a la confidentialité. Il y a le décret d'application de cette loi qui définit une convention type qui relie les établissements de soins avec les associations de bénévoles. Et c'est là que vous voyez que les parties s'engagent à respecter une obligation d'information réciproque. Et donc, on arrive au premier questionnement. Comment concilier donc, le respect de ce que les personnes nous disent lors des rencontres et l'obligation d'information réciproque. Voilà, je laisse la parole à Hervé. Donc, que ce soit par oral ou par écrit, la règle, c'est la confidentialité, le secret, auquel s'engage le bénévole, mais le bénévole s'engage aussi au nom de son association et engage donc son association. Tout ce qui peut être transmis doit l'être après l'autorisation de la personne accompagnée, sauf en cas de risque, par exemple, d'idées suicidaires. Dans ce cas-là, le bénévole va informer par oral l'équipe soignante de son inquiétude. Alors, dans les transmissions orales, ce que les bénévoles souhaitent recevoir de la part des soignants,
c'est surtout les besoins de la personne en temps, en besoin de présence, d'écoute. Mais on a aussi le souhait de savoir quels sont les états de conscience de la personne, savoir s'il y a une difficulté visuelle, auditive, une paralysie, d'autres problèmes qui pourraient influer sur la première rencontre et peut-être les rencontres ultérieures. Des plaies, des odeurs, de l'agitation chez la personne, et aussi, bien entendu, les gestes à éviter et donc savoir si on doit, par exemple, porter une blouse ou porter un masque. Ce que le bénévole doit transmettre aux soignants, ça doit être uniquement des faits, pas d'interprétation, pas de jugement, pas de littérature, et surtout prendre du recul par rapport à sa propre émotion éventuelle. De bénévole à bénévole, bien sûr, les échanges, puisqu'on fonctionne très fréquemment en binôme, les échanges se font entre les différentes rencontres et à la fin de l'après-midi. L'outil de transmission est soit un classeur ou un cahier, sur lesquels figurent donc les noms, prénoms des bénévoles accompagnants, leur téléphone, celui de la coordinatrice de l'association, et puis le calendrier prévisionnel. Par contre, pour les transmissions, donc, les contenus peuvent être très divers, comme la durée d'une rencontre peut être aussi très variée, entre quelques minutes et 20 minutes, voire une demi-heure. Donc, quelques bénévoles préfèrent simplement mettre « Je suis passé voir Madame Untel dans la chambre 10 ». Pour d'autres, il y aura un petit commentaire du style « Bon accueil, ambiance détendue ». Pour d'autres types de transmission, si on veut relater ce que la personne a autorisé à transmettre, on mettra des guillemets pour donner vraiment retranscrire la parole de la personne accompagnée. Et puis d'autres bénévoles donnent peut-être un peu plus de précision sur le climat de la rencontre, l'état de fatigue de la personne, éventuellement les douleurs, etc. Mais on doit se contenter de faits et uniquement de faits. Le classeur dont je parlais, ou le cahier, c'est la propriété de l'association, et donc ça ne fait pas partie du dossier médical. Donc l'archivage et la destruction de ces pièces dépendent de l'association elle-même. Donc pourquoi j'ai dû louper un passage, vous m'en excuserez. Pourquoi et pour qui écrire? Eh bien, pour témoigner déjà de l'activité de l'association et des bénévoles, vis-à-vis de l'établissement avec lequel on a une convention, vis-à-vis de l'ARS, c'est déjà arrivé, pour créer un lien entre les bénévoles et les soignants, un lien entre les bénévoles et les bénévoles, et puis aussi pour permettre aux bénévoles, quand il a terminé sa rencontre, de prendre du recul et de pouvoir clore la rencontre. Puisque le recul est indispensable, parce que ce que l'on vit dans les rencontres n'est pas toujours transmissible par écrit. Donc je vais repasser la parole à Annick. Voilà. Et c'est là qu'on vient donc vraiment à ce qui est pour nous le cœur de notre motivation à être bénévole et à le devenir et à continuer à l'être, en sachant qu'on se questionne souvent, et beaucoup, grâce au groupe de parole notamment. Donc le deuxième questionnement, c'est comment témoigner de l'humanité de nos rencontres, de la trace intime, de l'empreinte qu'elles laissent en nous. Parce que fréquemment, lorsque la confiance est installée avec les personnes que nous accompagnons, les confidences s'expriment et ces personnes partagent avec nous des moments importants de leur vie. La maladie grave est une rupture dans l'univers de la personne, et ceci, cumulé à la vie dans une structure hospitalière, ou même la vie à domicile mais bouleversée par la maladie, provoque un exil de sa vie. Je me souviens de cet homme qui, de 15h à 16h, le temps de notre rencontre, avait réintégré son univers, le canal de Nantes à Brest, ou de cet autre qui, espérant rentrer chez lui, pour, me disait-il, le temps qui reste, et regarder un arbre
que j'ai vu des dizaines de fois, mais que je n'ai jamais regardé. Voilà, merci de votre écoute. Vous m'entendez bien? Oui. J'ai mon fan club en haut, à droite. Bonjour à tous. Donc, on va déjà commencer par se présenter. Donc, je suis Laetitia Gégaud, je suis infirmière en médecine polyvalente. Depuis quelques années, ça fait 15 ans que je suis diplômée, j'ai fait quasiment 15 ans de jour, et depuis 1 an et demi, je suis passée de nuit. Et mon œil, du coup, sur la traçabilité de nuit n'a pas été non plus le même que on peut avoir de jour, car c'est vrai que la nuit, on est quand même plus isolé. Et j'ai le dossier de soins, les traces qu'on laisse dans la journée ou la nuit sont des sources importantes d'informations pour nous, de travailleurs de nuit. Voilà. Moi, je m'appelle Claudie Faucheux, je suis aide-soignante depuis de nombreuses années maintenant, plus de 22 ans. Je suis aussi titulaire d'un DIU de soins palliatifs depuis 2014. Et bien avant d'être formée, en fait, j'avais déjà une certaine sensibilité aux transmissions écrites. Et il y a 22 ans, quand j'ai débuté, j'écrivais déjà dans les dossiers. Et je passais pour une hurluberlue, en fait, une extraterrestre, parce qu'une aide-soignante qui écrit, c'est très bizarre, et on se demandait vraiment qu'est-ce que je pouvais écrire dans les dossiers. Voilà. Donc, on va déjà répondre à la première question qui était quelle différence entre les transmissions écrites et orales. Donc, une petite définition toute simple du petit Robert, c'est transmettre, qu'est-ce que c'est? C'est faire passer à un autre un écrit, une parole. Et on a repris avec Claudie une citation d'André Mauroy qui dit que l'expérience ne procure aucun plaisir si ce n'est celui de transmettre. Donc, en travaillant, on a remarqué, donc, de toute façon, et ce qui fait partie de notre quotidien, c'est que les transmissions écrites et orales sont étroitement liées et indissociables. En fait, l'une ne va pas sans l'autre. Donc, on a fait notre travail et notre présentation sur les transmissions orales et on compare un comparatif avec les transmissions écrites, avec une question qu'on développera un peu plus en troisième partie. Alors, les transmissions orales, quand les fait-on? On peut remarquer qu'il y a 2 temps, un temps qui est plus formel, qui est celui que chacun connaît en fait dans nos services. C'est le moment où il y a une passation d'informations entre les soignants, mais à un moment donné. Ce temps correspond généralement au changement d'équipe. Donc on retrouve ces temps 3 fois en général pour ce qui est dans les services classiques, le matin à l'après-midi, l'après-midi à la nuit, les nuits au matin. Voilà, le lieu, cela dépend des habitudes de service, ça peut être dans la salle de soins, ça peut être devant la planification murale, dans une salle de staff, voilà, mais c'est un lieu précis avec un temps précis. Et il y a un temps qui est plus informel, où au cours de la journée, il y a des temps de transmission qui se font entre l'infirmière et le médecin, entre l'infirmière et l'aide-soignante, avec les kinés, avec les psychologues. Et c'est des temps qui ne sont pas définis dans la journée et qui se font au gré des interventions des professionnels de santé qui interviennent dans le service. A contrario, du coup, les transmissions écrites sont plus protocolisées. On les retrouve, elles font partie du dossier patient. Donc elles doivent être écrites au fur et à mesure des informations et des événements. Et donc le fait qu'elles fassent partie du dossier de soins leur confère un caractère et une valeur médico-légale. Alors on s'est posé la question comment on faisait des transmissions orales. Alors il n'y a pas de support de transmission orale, elles sont donc personnes dépendantes. Elles doivent être concises et claires. C'est un bilan de la situation du patient au jour le jour. On reprend rapidement le motif d'entrée, les antécédents, l'histoire de la maladie et les problèmes du jour, et les objectifs possibles. Leur temps est institutionnellement défini, souvent 30 minutes, et elle débouche sur une prise de notes. Alors, la prise de notes, c'est souvent une source d'erreur, donc il faut faire un petit peu attention, et aussi une source d'interprétation. Et les 30 minutes, on se doute que chez beaucoup, ça veut dire 30 minutes... Parfois plus, parfois moins, souvent plus quand même que 30 minutes.
Et les transmissions écrites, donc c'est un support, soit informatisé ou sur papier. Sur l'Orient, c'est encore sur papier. Alors il y a des données, des actions et des résultats. Et ça nécessite une écriture raisonnée, un travail intellectuel et un raisonnement clinique. Elles doivent être claires, lisibles, compréhensibles et indélébiles. Ne doivent pas comporter de jugement de valeur. Il faut faire attention aussi au vocabulaire employé, c'est surtout du vocabulaire professionnel. Elles doivent comporter la date, le nom et la qualité de celui qui l'écrit. Le nom du patient doit figurer sur chaque page. Et elles sont durables dans le temps. Et il faut faire attention à ce qu'on écrit, justement, au vocabulaire employé. Et c'est tout pour l'instant. Alors, pourquoi on écrit ou pourquoi on fait des transmissions orales? Donc, pour les transmissions orales, c'est un gage de la qualité et de la continuité des soins dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire. Quand on a fini sa journée, on transmet les informations importantes pour permettre à la collègue de prendre le relais, d'assurer le suivi de la prise en charge. Ça a aussi un rôle formateur de faire des transmissions orales parce que ça permet aux intervenants, parce qu'en général, quand on fait des transmissions orales, c'est quand même sous forme d'échange, on se pose des questions, et donc ça permet d'enrichir nos connaissances au niveau des soins, des pathologies. C'est vrai qu'on vient tous de services différents, avec des pratiques différentes, avec des expériences professionnelles différentes. Donc au niveau des soins, il y a des soins qu'on ne connaît pas des fois au niveau des transmissions, et puis du coup, la collègue qui est plus expérimentée pourra expliquer le soin ou une pathologie, donc c'est quand même formateur. Ça permet de mettre aussi en commun nos interrogations, quelque chose qu'on ne comprend pas sur une prise en charge, sur une modalité thérapeutique. Voilà, donc en général, ça débouche quand même sur des petits questionnements, sur des interrogations. Et voilà, donc on échange comme ça, c'est un temps d'échange aussi avec les collègues. Ça permet aussi d'évaluer les soins par les actions posées et les résultats, et elles permettent un réajustement des méthodes de soins. Je vais prendre l'exemple du pansement. Ça peut arriver qu'on dit, là, le pansement, ça fait deux jours que je le fais, je ne vois pas d'évolution. Et à deux ou à plusieurs, en fait, en équipe, on peut réfléchir sur un autre protocole qui sera proposé au médecin pour voir si, justement, il n'y a pas un réajustement à faire si on voit que l'objectif n'est pas atteint au niveau du soin. Donc la transmission orale est une réponse qui est donc immédiate, sous forme d'échange, et aussi elle permet aussi d'avoir un temps de parole et des fois d'échanger sur des choses qu'on ne notera pas forcément dans le dossier, sur des ressentis, sur des choses que le patient nous a dit, que la famille nous a dit, mais qu'on ne voudra pas forcément noter dans le dossier parce que ça n'a pas d'intérêt à être noté dans le dossier, mais que c'est un intérêt pour la prise en charge de la journée ou la prise en charge globale. Pour ce qui est de pourquoi on écrit des transmissions écrites, alors on va le développer un peu plus dans une troisième question, juste après. Ouais. Est-ce que je parle là On peut la faire peut-être maintenant. De ce que j'ai fait là. Alors moi, ça fait pas longtemps, j'ai changé de service, je travaillais avec Laetitia pendant 14 ans, et j'ai décidé de me mettre un petit peu en danger, donc j'ai changé, et là je suis en onco-hémato, et j'ai décidé, en faisant ce travail, de poser la question aux membres de mon équipe de ce qu'ils pensaient, en fait, des différences qu'elles pensaient trouver dans les transmissions orales et écrites. Et elles m'ont donné quelques idées, donc si vous permettez que je vous les transmette. Alors pour mon équipe, en fait, les transmissions orales, c'est une source d'information, c'est un élément essentiel de communication, ça permet un échange direct avec les différents membres de l'équipe, ça permet d'avoir une vue d'ensemble du service. Quand on arrive, on prend son poste. En fait, quand on prend les transmissions, on voit à peu près si le service il est très lourd ou un peu moins, ce qu'on va avoir comme travail à faire dans la matinée. Ça permet aussi une action rapide en réponse d'une demande. Par exemple, on a un patient qui est très douloureux. Si on va transmettre à l'infirmière ou au médecin directement, on va avoir une réponse très vite. Le médecin va pouvoir mettre en place une thérapeutique pour soulager le patient. Ça permet de créer du lien entre les différents membres de l'équipe et aussi avec des familles. On n'en parle pas là forcément, mais c'est aussi une transmission. Quand on discute avec des familles, des patients, c'est aussi une sorte de transmission d'éléments en fait qui concernent le patient. Le moins, en fait, les transmissions orales, c'est une source possible d'erreur. Ça laisse pas de traces.
Et c'est aussi soumise à interprétation. Je pense que ces personnes dépendantes, ça peut être déformé, ça peut être quelqu'un peut dire à une autre et ainsi de suite, et les paroles peuvent être déformées. Et les transmissions, je crois que je me suis trompée. Parce que 2 minutes, Claudie. Oh là là, mon Dieu. Alors, au niveau des transmissions écrites, c'est une source d'information aussi disponible pour tout acteur de santé. C'est une traçabilité des soins réalisés. Elles permettent de retrouver une information dans le dossier. Elles sont essentielles car elles prouvent et justifient l'acte de soin. C'est un relais d'information. Et le moins, en fait, pour l'équipe des transmissions écrites, c'est que ce n'est pas toujours facile d'écrire dans un dossier. Trouver une information, il y a de nombreux supports à consulter, de nombreuses feuilles. Et l'équipe se demandait si les médecins lisaient les transmissions écrites. Voilà. On aura leur réponse peut-être plus tard. Alors donc, pour qui et avec qui donc les transmissions, que ce soit orales ou écrites, ça concerne tout le monde en fait, hein, l'équipe paramédicale et médicale et tous les acteurs de soins qui interviennent auprès du patient. Donc il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va continuer sur la deuxième question qui était le secret ou la confidentialité dans notre pratique. Eh bien, dans notre pratique, une personne, patient, famille, doit pouvoir se confier librement à nous professionnels pour pouvoir accéder à des soins nécessaires, avoir l'assurance de la protection de sa vie privée, voire intime, et d'exprimer une difficulté et ainsi se sentir accompagné, sans jugement, sans crainte des conséquences des informations données. Le fait qu'un professionnel soit soumis au secret est une des conditions pour que se crée un espace de confiance dans lequel la personne se sente protégée. Au niveau législatif, de toute façon, en tant que professionnel de santé, on est tenu de toute façon au secret professionnel, c'est régi par la loi. Il nous arrive donc de recueillir des informations. Celles-ci peuvent être partagées avec les autres acteurs de soins si elles sont nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins. Si cela n'est pas le cas, ces informations n'ont pas utilité à être transmises. De même, toute information ou confidence n'a pas forcément à être inscrite dans le dossier de soins. Elle peut parfois amener un léger éclairage et faire l'objet, si nécessaire, d'une transmission orale. La question est celle de l'intérêt du patient et de ses proches. C'est toujours la question primordiale, l'intérêt du patient et de ses proches. Il nous est déjà arrivé, moi, ou à Claudie, je pense, d'avoir parfois dans nos services des personnes que l'on connaît à l'extérieur du service. Et là, se pose la question de la prise en charge de cette personne qu'on connaît. En général, cette personne n'est pas à l'aise de nous voir, nous, en tant que soignants, et nous, on n'est pas non plus à l'aise pour le prendre en charge. Et donc, régulièrement, si cela arrive, on ne s'occupe pas de cette personne, en fait. Hein. On laisse le soin à une autre collègue, si dans la mesure où le service peut le permettre. Donc, en fait, chaque professionnel est maître et juge du secret et de la confidentialité. La confidentialité ne s'arrête pas aux portes de l'hôpital, hein, elle continue à l'extérieur aussi quand on est 0 minute. On a le temps de traiter notre dernière question quand même. Juste sur... en 30 secondes. Alors, on n'a pas eu le temps du coup de voir notre dernière question qui était donc la transmission. Donc, on va aller un peu plus vite sur cette question. Eh bien, nous, écrire une transmission, c'est laisser une trace de nos actions, c'est une traçabilité. C'est aussi se protéger en tant que soignant, parce qu'en tant que soignant, s'il y a une procédure, eh bien, le dossier de soins et la traçabilité des informations seront étudiés. Donc, c'est une manière pour nous de nous protéger. C'est valorisé aussi au niveau professionnel. On remarque que, du coup, les infirmières, certes, écrivent dans les dossiers, mais de plus en plus, les aides-soignants commencent à s'approprier les transmissions et à écrire dans les dossiers. Donc, j'encourage vivement les aides-soignants à continuer et à poursuivre parce que c'est des mines d'or d'informations et qu'elles ont tout à fait leur place dans les transmissions écrites qui ne sont pas juste réservées aux infirmières. C'est garantir une qualité, une continuité des soins. C'est permettre de comprendre, de donner du sens, d'établir un projet de soins. C'est retracer les souhaits, les doutes, les questionnements du patient et de ses proches. C'est cibler un problème, un besoin. C'est permettre de suivre l'évolution de l'état de santé du patient. Et c'est aussi, par l'écriture, permettre d'évacuer une situation difficile, un soin difficile, de clôturer une journée qui a été des fois parfois un petit peu éprouvante. Et moi, je vais essayer de conclure avec des citations qui m'ont beaucoup parlé sur en fait, la notion de transmission. J'en ai pris une de Julien Green qui met « Écrire est une respiration ».
Et c'est tout à fait vrai, en fait, le temps qu'on prend à écrire en fait, une transmission, ça permet de clore une journée et de se poser à un moment où on réfléchit à ce qu'on a fait, et je trouve ça me parlait beaucoup. Il y en a une autre où c'est écrire, c'est se battre avec l'encre pour se faire entendre, c'est de Jean Cocteau, et je trouve que c'est aussi ça, parce que quelquefois on transmet des informations, le patient il a mal, et le patient il a mal, et on redit, et on a l'impression de ne pas être écouté. Et le fait de l'écrire, eh ben, ça soulage un petit peu. Et une autre qui pourrait paraître le contraire, qui est écrire, c'est parfois la seule façon possible de garder le silence, de Maurice Georges Dantec. Et je trouve que l'écriture aussi permet de canaliser des émotions qui pourraient s'exprimer sans filtre quelquefois. Et le fait de se retenir et puis d'écrire, de s'arrêter et puis d'écrire un petit peu, ça fait du bien. Voilà. On n'a pas tout dit. C'est fait. Bonjour. Alors, je suis Marie-Laure Borel, médecin depuis 9 ans bientôt à l'unité de soins palliatifs et à l'équipe mobile de soins palliatifs du CHRU de Brest. Bonjour, je suis Marc-Élie Huon, psychologue clinicien, également à l'unité d'accompagnement et de soins palliatifs du CHU de Brest depuis 15 ans. D'abord, nous voulions vous dire que nous étions heureux d'avoir été sollicités et nous remercions les organisateurs. En commençant à travailler la question, nous avons senti qu'il fallait déjà convenir de ce que nous mettions sous les termes de transmission orale et transmissions écrites. Alors, ce fut assez facile pour les transmissions orales qui constituent un temps clairement identifié, comme vous l'avez dit, d'informations servant à assurer la continuité et la permanence des soins. Ce fut un peu plus difficile pour les transmissions écrites qui nous paraissaient dépasser le cadre des transmissions IDE aide-soignants. Nous sentions qu'il fallait y associer tous les documents écrits qui font significativement trace. C'est donc en ce sens très large que nous avons abordé la question, conscients qu'il y a là déjà plusieurs types d'écriture. Alors l'autre présupposé de notre travail touche à la crainte que nous partageons de voir se dévaluer les transmissions orales au profit de l'écrit, parce que nous n'aurions pas pris ou voulu prendre la mesure de leur valeur. Cette inquiétude nous a amenés à mettre l'accent sur le sens et les fonctions inattendues de ces transmissions orales, au-delà de leur fonctionnalité première, qui est de transmettre l'information, à la condition de les considérer véritablement comme une modalité d'échange entre soignants et comme un moment non seulement du soin, mais un moment de soin. Alors, qu'en est-il de l'écrit? Vous avez dit déjà beaucoup de choses. L'écriture de nos transmissions dans un dossier patient informatisé consigne un événement. Elle vient témoigner que quelque chose s'est passé qui mérite l'attention. Elle en garde la trace, l'inscrit dans la dimension historique de la maladie et du soin. Elle devient, on l'a dit ce matin, un support de la mémoire, une amorce au souvenir qui conjure l'oubli et qui permet la relecture. L'écriture, nous semble-t-il, excelle à renseigner des faits, à véhiculer ce qu'il y a en nous de plus objectif et de plus informatif. Contrainte par un support préformaté et directif, comme dans les transmissions ciblées, sa visée, me semble-t-il, est d'abord opératoire, utilitaire, et s'inscrit initialement dans une logique de production d'actes. Les destinataires de l'écrit ne sont jamais parfaitement circonscrits. Écrire, c'est aussi renoncer à avoir un interlocuteur déterminé. Dès lors, quelle parole peut-on risquer quand on ne sait pas qui va la lire? Que peut-on y mettre de cette subjectivité dont il a été beaucoup question ce matin? D'autant qu'à moins d'être interpellé oralement dans un second temps, l'auteur ne peut expliciter ou remettre en contexte sa parole. Cela l'invite à peser ses mots, vous l'avez dit, à prendre du recul. L'écrit instaure une distanciation par rapport aux faits, promu événement, qui va plutôt du côté de l'objectivation. On pourrait se dire que l'écrit ainsi mesuré et pesé pourrait davantage protéger le patient
de la violence qui consisterait pour le soignant à se substituer au récit que ce patient ne peut plus faire de lui-même. Mais cet écrit nous retient aussi de déposer dans la parole un tant soit peu de nous-mêmes. Est-ce à dire alors que l'écrit n'est pas un bon conducteur de ce qui fait le plus humain de nos vies? Et la parole échangée, celle des transmissions orales, serait-elle un meilleur vecteur du « il y a » dont nous a parlé Donatien Mallet ce matin? C'est un petit peu de notre conviction. Alors parce qu'elles sont marquées par le face-à-face, ces transmissions écrites permettent de partager nos expériences de soignants, et ça aussi vous en avez bien parlé, d'échanger non plus sur ce que l'on fait, mais sur la manière dont on s'y prend pour le faire. L'expérience passe de bouche en bouche, disait Walter Benjamin. Mais les occasions de dire quelque chose de notre expérience se font de plus en plus rares. L'habitude, la quotidienneté des transmissions orales pourrait peut-être servir aussi à réintégrer le récit oral dans le savoir-faire soignant. Il nous semble aussi que les transmissions orales sont le lieu de la construction d'un récit qui a la prétention de maintenir l'autre, malade, en fin de vie, dans les mailles de notre réseau langagier, et en soutiennent, bien sûr approximativement et pour un petit moment, la dimension symbolique qui serait du côté d'une certaine fidélité à soi-même. Enfin, parce qu'elles s'établissent dans une relation de visage à visage, les transmissions orales font place à l'intersubjectivité. L'autre, mon collègue, par son écoute et sa disponibilité à ma parole, vient légitimer ma place. Mais il vient aussi, avec sa sensibilité propre, sa désapprobation éventuelle et ses doutes, nuancer mon discours et le reconfigurer. En tous ces sens, les transmissions orales sont non seulement un moment du soin au sens d'une étape dans la continuité des soins, mais un moment véritablement de soin, du côté de l'épiméléia, ce terme grec qui désigne le souci, l'attention portée, le zèle, l'application et tout le lieu commun du prendre soin, jusqu'à désigner l'entretien du feu, soin du patient et soin de mon collègue. Alors bien évidemment, cette prétention au récit et aux soins des transmissions orales exige de ne pas confondre raconter et bavarder. Elle suppose de s'engager dans cette parole partagée et d'y travailler personnellement et collectivement. Elle m'oblige au sens lévinassien vis-à-vis de mon collègue et vis-à-vis de l'autre vulnérable. La deuxième question qui nous était proposée de traiter, c'est la question du secret dans votre pratique. Je vais énoncer un certain nombre de propositions qui, je l'espère, permettront en tout cas de débattre. Première idée que j'ai envie de soutenir devant vous, c'est le droit au secret chez le patient. Le droit du patient au secret. Pourquoi ? Pour maintenir une subjectivité qui peut être menacée dans ce temps de grande extrémité. Un droit subjectif finalement, caractère vital parfois pour les patients de ne pas tout dire de soi, si tant est qu'on puisse tout dire, d'avoir des choses à cacher, voire d'être amené à recourir au mensonge parfois pour se vivre séparé de l'autre. Le secret, le penser comme un espace intime finalement pour nous situer par rapport à nous-mêmes et par rapport à l'autre, un espace de délibération personnelle, on dit bien réfléchir en secret, dans lequel l'autre ne peut pas entrer par effraction, mais uniquement sur invitation. Donc l'idée d'un secret qui ne s'agirait pas de percer à tout prix. Ce qui renvoie quand même aussi à l'étymologie du mot « personne », vous savez, qui renvoie au masque que portaient les comédiens dans l'Antiquité. Donc on pourrait dire d'une certaine manière qu'il n'y a pas de personne sans masque. Et quand il y a du masque, il y a du secret. Donc l'idée de soutenir le fait que le secret, il est constitutif aussi du sujet. Une autre proposition, c'est de soutenir l'idée selon laquelle, finalement, il y a toujours un risque de dévoilement, dans le dévoilement des secrets des autres. Le risque majeur, c'est finalement d'opérer une mainmise sur la personne,
qu'elles viennent l'objet du discours des autres, tout en étant absentes des discussions. Un autre risque un peu concomitant, c'est d'autopsier l'autre. Si finalement, ce défaut majeur de vouloir à tout prix toujours en savoir plus sur l'autre, comme si finalement en savoir plus était le garant de la qualité d'un accompagnement. Et peut-être que nous avons interrogé aussi parfois notre désir de toujours en vouloir savoir davantage sur l'autre. Parce que finalement, plus on le presse d'avouer, plus il se tait. Plus on s'acharne à le faire parler, moins il peut dire l'essentiel. Et que peut-être que le silence du patient, son refus parfois de penser, sont parfois les seules parades qu'il peut nous opposer face à notre volonté de savoir, de le pénétrer. Ça implique donc de respecter leurs secrets, d'accepter d'ignorer des aspects les concernant et qui ont peut-être été confiés ailleurs. C'est les respecter, à mon avis, pour que leur peur d'être mal jugés diminue à la mesure de notre respect. Une autre dimension, c'est de se méfier, d'être attentif aux effets, finalement, de la parole confiée par le patient, les effets sur lui-même, mais les effets sur l'autre, sur nous, dans ces moments de grande fragilité. Ça peut générer de la gratification. Tiens, il m'a confié quelque chose de très intime, on peut se sentir reconnu à travers cette confidence, mais ça peut être aussi source de violence, de notre difficulté à entendre parfois une parole. Il y a un concept qui est évidemment très cher aux soins palliatifs, c'est le concept d'interdisciplinarité. Mais je pense que l'interdisciplinarité, en tout cas c'est ce que je voudrais un peu échanger avec vous, ne doit pas signifier qu'on mette en commun tout ce que l'on sait sur le patient. La logique thérapeutique en institution, en équipe, justifie le secret partagé, certes, mais ça ne signifie pas la transparence et qu'il y a nécessité à préserver des zones de secret. Alors finalement, quelle peut être la position ? Pour éviter au sein d'une équipe, finalement, le désir voyeur, les non-dits scabreux, peut-être que la position quand même la plus pertinente, c'est de s'obliger à transmettre en faisant des choix. Ce qui peut nous guider à faire des choix parmi les confidences, les paroles recueillies entre ce que nous allons transmettre et ne pas transmettre à l'équipe, défend à la fois, me semble-t-il, du désir et de la demande formulée par le patient, ne le dites pas, mais aussi, et c'est sur ce point peut-être que je voudrais insister, ça dépend aussi du type d'investissement, c'est-à-dire du type de lien que nous souhaitons maintenir ou promouvoir entre l'équipe et le patient. Lien qui est étroitement lié aussi à nos représentations de nos collègues et du type d'identification qu'on peut tisser avec eux. Autrement dit, transmettre dans l'idée peut-être d'abord de créer du lien, de maintenir du lien, de favoriser l'alliance et non le rejet du patient. Peut-être que ça peut être une ligne de démarcation. Donc transmettre pour favoriser des identifications empathiques. Autrement dit, peut-être que parfois il s'agit de ne pas révéler, par exemple, à nos collègues, à ses collègues, que le patient a été extrêmement critique vis-à-vis d'un soignant. Parce que le risque, évidemment, c'est que le patient, à travers cette parole, puisse être l'objet du rejet des autres. L'autre idée, c'est qu'il n'y a pas d'unité dans la transmission, me semble-t-il, parce qu'en fonction de nos spécificités professionnelles, nous ne transmettons pas la même chose. Moi, quand j'écris dans le dossier du patient, en tant que psychologue, je cite toujours les propos du patient entre guillemets. Et j'indique mes commentaires, souvent sous la formule « il se peut que »,« il me semble que ». Que ce qui compte dans mes écrits, finalement, c'est de faire entendre quelque chose de sa parole, de son désir, et surtout d'un point qui pose question, voire problème au patient. Une interrogation ou une préoccupation, mais aussi ce qui le soutient ou le met en difficulté. Vous l'aurez compris, transmettre dans le sens de favoriser la compréhension, le sens, et pour chercher, en tant que psychologue clinicien, à éviter, de produire en tout cas, à éviter l'effondrement psychique chez le sujet. Donc le souci, c'est sûrement de maintenir un sentiment de continuité d'existence chez le patient. Pour terminer, parce que je crois qu'on arrive au terme, peut-être qu'on peut aborder la question de l'écrit, mais aussi de la parole, comme à chaque fois une question thérapeutique,
Quel effet, en se posant la question sous-jacente, quel effet sur le patient, quel effet sur l'équipe, quel effet sur la famille, et aussi comme un questionnement éthique entre interdisciplinarité et respect de l'intimité du sujet. Pour terminer, on pourrait dire que la question de la transmission et du secret, elle peut être sous-tendue par une éthique du bien-dire, alors une éthique du bien-dire qui est chère à la psychanalyse, et qui est finalement, qui signifie quoi? Qu'il s'agit à la fois d'avoir une exigence au niveau de l'usage des mots, rechercher un bon usage des mots, y compris en leur laissant leur caractère mystérieux. On sait cette phrase de Camus qui disait « mal nommer », alors il ne dit pas les choses, « mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde », c'est-à-dire s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel. Et que finalement, transmettre sans trahir, c'est-à-dire en évitant le bavardage. Et j'ai regardé hier soir ce que la signification du bavardage, c'est dit textuellement « divulguer des choses qu'on devrait taire ». Finalement, transmettre avec le souci de ne pas déformer ce qui fait la singularité d'une expérience ou d'un sujet, en étant au plus près de sa vérité. Rappelez aussi que trahir veut dire étymologiquement transmettre, c'est intéressant, et donc il y a toujours un peu de trahison dans toute transmission, et qu'il existe une part de trahison dans une traduction, dans le passage d'une langue, celle du patient, à une autre, celle du soignant. Finalement, peut-être que ce qui peut guider notre pratique, c'est de transmettre en respectant, en se montrant respectueux, c'est-à-dire en étant animé d'une vigilance pour ne rien dire qui pourrait porter atteinte à l'image du patient, qui pourrait le dévaloriser aux yeux des autres soignants. Dernière question que je vais rapidement aborder, c'est pourquoi écrire une transmission? Alors, je vous livre comme ça nos réflexions à ma collègue et moi-même, parce que l'institution nous y oblige, évidemment, mais surtout pour mettre en forme une pensée, pour s'extraire d'une certaine forme de subjectivité, ou en tout cas de lien avec le patient. C'est aussi l'amorce au souvenir. C'est aussi pour apporter, pour associer les absents aux transmissions orales, pensons aux équipes, aux soignants qui ne sont pas là, et écrire pour tenter de faire exister aussi quelque chose qui n'entre pas dans le discours, dans l'approche de l'autre soignant, de mon collègue. Et puis aussi pour s'y référer dans un après-coup, pour élaborer individuellement et ou collectivement. Je vous remercie. Je suis donc Anne Dalagnol, assistante sociale hospitalière depuis le début, et ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'exerce. Transmettre par oral, transmettre par écrit, confidentialité et secret dans notre pratique professionnelle, vaste sujet qu'il s'agit d'aborder avec vous ici, dans un laps de temps réduit, qui me fait penser à un temps de transmission. Les établissements sanitaires, comme l'hôpital, demeurent des lieux particuliers où la notion de secret est très présente. Nous avons tous entendu parler de secret médical ou de secret professionnel. Ces structures sont également des lieux de partage considérable d'informations. Au moment des transmissions entre les équipes soignantes, dans le dossier de soins de chaque patient, ou lors des réunions de concertation pluridisciplinaire ou de synthèse. Aussi, pour commencer mon propos, j'ai choisi d'interroger la notion de secret et de confidentialité, chercher à en comprendre les contours pour relier cette notion à notre pratique professionnelle. Qu'est-ce qu'un secret? La notion de secret reste large et ne peut se définir seule. Elle varie selon les époques et les lieux. C'est un phénomène universel que l'on retrouve dans toutes les sociétés. Étymologiquement, le mot secret vient du latin secretus, qui veut dire séparé, sans témoin. Le psychiatre et psychanalyste Gilbert Moret, dans son ouvrage Secret, Secret de l'intime au collectif, détermine que le secret dénomme à la fois ce qui est mis à part, caché, et ce qui n'est pas visible ou compréhensible pour tous, mais par quelques initiés. Il précise que c'est un des modes d'adaptation de l'homme au monde extérieur et à son univers propre. Le secret a donc une fonction sociale. Il permet de préserver l'ordre, de maintenir une organisation, qu'elle soit familiale ou sociétale. Et ça permet aussi de favoriser le pouvoir.
Nous pouvons distinguer différentes sortes de secrets. J'en retiendrai ici 3. Le secret intime. Il renferme des faits, des événements, des pensées ou des fantasmes. Il s'inscrit dans le temps. Sa fonction est de protéger la dignité de l'individu, l'estime de soi. C'est une forme de protection contre le jugement d'autrui. La peur, la pudeur, la politesse, la honte, la loyauté, la culpabilité peuvent conduire à de tels secrets. Ou au contraire, être des facteurs de divulgation. Le secret de famille relève quant à lui de l'intimité de la personne, mais également de son appartenance à une famille ou groupe familial. C'est un secret qui est partagé sous certaines formes, puisqu'il est souvent tu entre les différents membres. Il peut s'agir, par exemple, de faits qui sont en contradiction, en transgression avec des règles instituées par le système familial, par la morale ou les lois. C'est sa transmission ou non-transmission qui pose problème dans bien des situations. Enfin, le secret professionnel, qui vise à crédibiliser une fonction. Il permet de confier librement à certains professionnels sans craindre le dévoilement de ses confidences. Il a un caractère d'intérêt général et d'ordre public. Pour l'illustrer, je reprendrai le propos du juriste Émile Garçon, qui a dû tenir ses propos autour des années 1900-1920. Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur. Mais ni le médecin, ni l'avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n'étaient assurées d'un secret inviolable. Il importe donc à l'ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion et que le silence leur soit imposé sans condition ni réserve, car personne n'oserait plus s'adresser à eux si l'on pouvait craindre la divulgation du secret confié. Ce secret est donc absolu et d'ordre public. Le secret professionnel, c'est l'interdiction faite à celui qui est soumis de divulguer les informations dont il a été dépositaire. Il peut être levé dans des conditions restrictives et précises prévues par un texte de loi. Une personne peut être soumise au secret professionnel par état, comme les prêtres, avec le secret de la confession. Par profession, donc comme les avocats, les médecins, les infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, les assistantes sociales. On peut être aussi soumis au secret professionnel par fonction ou mission, comme par exemple les professionnels travaillant dans les services d'aide sociale à l'enfance ou participant à un service de soins. Il n'existe pas d'ordre hiérarchique en ces différents modes de secret. Leurs valeurs sont identiques. Pour aller plus loin, j'ai cherché ce qui caractérisait le secret. Pour qu'il soit secret, il doit être connu de peu de personnes. Dans le cas contraire, on parle de secret de polichinelle. Le préalable au secret, c'est une relation de confiance, on l'a déjà dit, un sentiment de sécurité et d'assurance qui permet la confidence. C'est bien cette relation singulière à l'autre qui en permet l'expression. Le secret possède un contenu qui sera différent en fonction du type de secret. Cependant, celui-ci peut être révélé, divulgué à tout moment par le dépositaire, mais également par la personne qui s'est confiée. Le secret entretient donc une relation particulière avec le temps et entre les protagonistes. Son dévoilement peut être le soulagement d'une tension, un secret qui serait trop lourd à porter, mais également le fait d'une indiscrétion, un manque de retenue et de réserve dans les relations humaines, ou la recherche d'un profit, d'un bénéfice possible. Ce qui fait dire à André Petitat, dans son ouvrage « Secret et forme sociale », que tout secret implique une tension entre l'intérieur et l'extérieur, tension qui se traduit par des fuites involontaires, des confidences, des trahisons masquées ou des révélations fracassantes. Ces contours étant posés, je voudrais à présent donc aborder cette question du secret et de la transmission dans le cadre de ma pratique professionnelle, que ce soit dans le champ de l'intervention sociale en général ou au sein de l'unité de soins palliatifs. Être assistante sociale en milieu hospitalier ou en unité de soins palliatifs, c'est un statut particulier qui se situe aux frontières entre le sanitaire et le social. Le secret professionnel, c'est un élément fort de la construction identitaire du métier. Le cadre juridique est posé lors de la formation initiale pour en comprendre les mécanismes et ses enjeux. Cependant, c'est en permanence que cette notion est interrogée, mais comme pour nous tous, dans l'exercice de notre travail. Et l'éthique et la déontologie sont des soutiens inconditionnels à nos questionnements. Donc, j'accompagne des malades ou leur entourage autour des questions des conséquences sociales de la maladie grave, de la fin de vie et du deuil.
Ces circonstances particulières de la vie sont source de nombreuses confidences au cours des entretiens et du soutien que l'on peut proposer. Nous sommes principalement dans le registre du secret intime, les personnes nous livrant des éléments spécifiques de leur intimité et de leur pensée. C'est la possibilité, par exemple, pour eux, de nous confier leurs difficultés et ressentis face à la maladie grave et à l'approche de la mort. Il leur est parfois impossible d'échanger ces éléments avec leurs proches, ne souhaitant pas les inquiéter davantage, cherchant à les protéger. Je pense par exemple à l'épouse d'un patient qui gardait pour elle les préoccupations liées à la liquidation de l'entreprise de son mari. Elle répondait à une demande formulée par son époux lors de son admission à l'USP. Monsieur souhaitait que tout soit en ordre avant son décès pour faciliter la succession. Madame me livra ses nuits blanches à ressasser comment faire face à toutes ces démarches administratives et les contraintes financières associées. Et tout cela venait s'ajouter à ses inquiétudes concernant l'état de santé fragile de son conjoint. Il lui était inconcevable d'en échanger avec son mari, de crainte de majorer ses angoisses. Puisque madame ne lui en parlait plus, monsieur pensait que tout était réglé. Ils avaient l'habitude au sein de leur couple d'échanger autour de toutes leurs difficultés. Parfois, les personnes peuvent nous transmettre un secret de famille. Je me souviens de la situation d'une mère atteinte du sida. Le conjoint de madame était décédé quelques années auparavant. Madame avait 2 enfants, un adolescent et un plus jeune. Donc le plus jeune enfant était séropositif. Elle partageait ce lourd secret avec l'équipe du réseau Ville-Hôpital qui la suivait, mais n'en avait parlé avec aucun membre de son entourage, qu'il soit familial ou amical. J'ai pu accompagner madame sur sa dernière année de vie. Il s'agissait bien sûr, donc en tant qu'assistante sociale, de faciliter la vie au quotidien de cette famille. Mise en place d'aide à domicile, aide financière pour préserver l'équilibre d'un budget modeste, et travailler aussi autour de la question du devenir des enfants. Mais également de l'accompagner dans son cheminement sur la révélation de la maladie de son enfant. Ce secret a été divulgué par madame peu de temps avant son décès, à son frère, qui allait accueillir ses neveux à son domicile. Mais il lui a été impossible d'en parler avec son enfant, enfin avec les deux même, et le plus jeune était alors, à l'époque, âgé de 7 ans. Le respect de la confidentialité et de la préservation de la vie privée des patients et de leurs familles demeure un exercice complexe. On l'a tous expérimenté. Qu'en est-il du partage d'informations au sein d'une même équipe et avec nos partenaires extérieurs ? Nous participons tous à la prise en charge globale de la personne, alors pour adapter de façon singulière nos interventions et coordonner le projet de la personne, nous avons besoin d'échanger et de partager certaines informations. Le risque est d'oublier parfois qu'il s'agit d'informations à caractère secret, que la jurisprudence a déterminé depuis longtemps de façon constante, comme tout ce qui aura été appris, compris, connu ou deviné à l'occasion de l'exercice professionnel. Alors, même si nous sommes tous au sein de l'équipe soumis au secret professionnel, comme le dirait un de mes collègues, ça va toujours mieux en se le disant, on y voit bien souvent une invitation à un partage sans restriction, sans questionner si ces informations sont nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social ou social. La difficulté majeure réside pour ma part dans ce dévoilement du secret en partageant avec mes collègues, que ce soit de l'équipe de soins ou des différents services sociaux. Que transmettre à l'équipe en dehors du fait que j'ai rencontré Monsieur X ou la famille Y ? Dans ma pratique quotidienne, je sollicite auprès des personnes que j'accompagne l'autorisation de transmettre telle ou telle information, même si la loi peut m'y autoriser dans certaines conditions. De même, lorsque je fais un rapport social pour obtenir une aide ou toute autre démarche administrative, je relis avec la personne cet écrit et l'envoie avec son consentement. Pour conclure mon propos, je souhaite souligner qu'être soumise au secret professionnel nous confère une responsabilité morale, un engagement envers la personne qui se confie et également envers notre profession, afin de conserver une crédibilité et une reconnaissance de la fonction. Les politiques sanitaires et sociales actuelles reconnaissent le partage de l'information en l'autorisant et en le justifiant comme un enjeu essentiel de l'efficience collective et de l'efficacité de la prise en charge. Mais restons vigilants à l'illusion de la maîtrise et à l'abus de pouvoir. Que deviendrait une demande d'assistance ou de soins sans ce respect de la confidence? Quelle relation de confiance pourrait s'instaurer sans ce préalable? Merci.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Damien Oudot, je suis directeur des affaires juridiques et de la communication à l'hôpital de Saint-Brieuc. Je vais donc rapidement essayer de rester dans le timing. Avant tout, je vais déjà essayer de nous replacer dans un contexte, parce que je crois que c'est important quand on évoque des sujets de ce type-là, de se replacer dans un contexte, avec une évolution du métier de professionnels de la santé, vous voyez, qui nous amène très récemment à des fonctions multitâches, à écrire beaucoup dans divers supports, avec divers outils à notre disposition. Par rapport à ce contexte-là, alors on peut regarder dans le rétroviseur et éprouver une forme de nostalgie. On avait peut-être plus le temps avant, mais aussi peut-être se dire que ça peut constituer un progrès, les avancées permises notamment par l'informatique, l'intelligence artificielle, etc., etc. Je voulais également quand on se resitue dans un contexte, je crois que c'est fondamental de se dire que nous sommes au cœur, je pense, d'une transition relativement récente, avec un acte fort qui a été la loi du 4 mars 2002, donc loi relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé. Et avec un changement de paradigme qui bouleverse aussi les pratiques, vous allez le voir dans un instant, mais avec un usager qui se retrouve au cœur du système de santé. C'est-à-dire qu'on est passé d'un système qui était plutôt, alors je ne vais pas revenir sur les citations des années 50 sur le paternalisme médical, mais avec une relation médecin-profane que je symbolise de la façon suivante, donc le petit patient avec son Marcel qui n'a pas l'air de comprendre tout ce qu'on lui dit, et puis le médecin, le sachant, comme on avait dans les villages, les 4 piliers du savoir, donc le maire, le curé, le professeur des écoles, et puis le médecin. Et ce qui fait qu'avant 2002, moi, le patient, il m'a toujours fait penser à ça, c'est-à-dire la tête vide, qui hoche la tête, et la notion de consentement n'existait pas véritablement, puisque de toute façon, il n'y avait pas d'obligation d'informer le patient, ce qui veut dire que tout au plus, on recherchait une forme d'assentiment, ou l'absence de refus, mais en tout cas, la notion de consentement n'était pas aussi développée. Autre élément important, avant 2002, le dossier du patient ne lui était pas communicable. Depuis 2002, le dossier du patient est communicable. Ça veut dire que ça va avoir un impact quand même assez important sur la façon dont on se comporte pour écrire dans le dossier. Je me rappelle au passage d'un écrit de soignant qui avait porté un jugement de valeur en écrivant à propos d'une patiente dans un dossier antérieur à 2002 par rapport au comportement de la patiente la nuit, chiante plus. Je ne vous explique pas la difficulté quand il a fallu transmettre le dossier après la loi 2002, puisqu'elle avait un effet rétroactif, et expliquer que, tout en s'excusant, que ça renvoyait peut-être à des pratiques passées. En tout cas, depuis 2002, il y a cette évolution des pratiques qui fait que forcément ça a un impact sur la façon dont on va se comporter au quotidien. On a aussi, en élément de contexte, le patient expert, qui fait que les patients ont aussi de plus en plus un regard, un avis, et donc ça va aussi avoir un impact sur la pratique quotidienne. La judiciarisation, qui nous pousse aussi à modifier nos comportements, la peur du médico-légal, je ne rentrerai pas dans le détail, mais vous avez une image qui résume assez bien cette idée de peur qui nous pousse aussi à écrire des choses justement dans un cadre médico-légal. Avec une autre image qui montre aussi la judiciarisation, des soins qui s'accompagnent maintenant de l'avocat et de l'assureur, donc ceinture, bretelles, parachute, dès qu'on fait quelque chose. Alors transmission écrite ou orale, si je me place moi sur un plan strictement juridique, il est vrai que l'écrit a une force probante relativement importante. Elle a également une bonne conservation dans le temps. Donc en termes d'éléments de preuve, par exemple, c'est quelque chose qui, je dirais qu'on aurait plutôt tendance à favoriser l'écrit.
la preuve de l'information d'un patient, donc, qui date dans la jurisprudence de 1997, qui était reprise dans la loi de 2002, nous indique que la preuve de l'information à un patient peut être apportée par tout moyen, donc par écrit, par témoignage, par présomption. Donc on va rechercher plutôt un faisceau d'indices. Donc si vous voulez, l'élément intéressant ici, c'est que finalement, on va plutôt avoir une approche complémentaire de l'écrit et d'une trace de l'oralité, et également d'un oral par le témoignage de personnes. Alors, quand même, par rapport à cette importance de l'écrit, sur un plan juridique, on peut se retrouver aussi en difficulté par rapport à... Enfin, l'oral peut présenter, l'oral peut présenter des avantages également certains, mais faut-il encore être capable de dire les choses ? Le professionnel de santé, la façon dont il va considérer la personne qu'il a en face de lui. C'est savoir aussi dire les choses. Vous avez une image qui montre aussi toute la difficulté. Alors, ça s'apprend de dire les choses dans le cadre de l'approche de la fin de vie, être capable d'évoquer des questions aussi importantes que la fin de vie du patient, c'est pas inné et c'est pas... on n'est pas, je pense, tous égaux en tant que professionnels devant cette question-là. Se mettre à la place de l'autre, je crois que c'est important aussi. Si on veut que l'oralité est une chance, c'est-à-dire que s'adapter à l'autre par un langage qui lui soit accessible. Alors pourquoi écrire une transmission ? Pour se protéger, point d'interrogation, on l'a évoqué tout à l'heure brièvement, pour permettre de coter une activité, avec le développement de la tarification à l'activité. Donc il faut noter des éléments dans le dossier qui vont permettre de déduire de ces éléments une facturation, pour transmettre une information aux autres membres d'une équipe de soins. Et vous voyez bien que suivant la façon dont je vais me positionner, eh bien, la nature de mon écrit va être totalement différente. Et que d'un côté, vous avez plutôt un mécanisme de protection, de codage, qui va revêtir finalement une forme d'écrit. Et puis de l'autre côté, vous avez ce qu'on pourrait caractériser de sens du soin que l'on donne, de cette trace qu'on va laisser, qui va permettre aux autres collègues justement de se retrouver plus efficaces dans l'intérêt supérieur du patient. Je vous ai pris un exemple très concret, imagé. Dans ma main, j'ai cherché dans mes papiers hier soir et j'ai trouvé les conditions générales de mon contrat d'habitation. J'ai 146 pages, je crois, donc écrite en caractère 8-9. Et la question, c'est qui a déjà lu, si vous levez la main, qui a déjà lu l'intégralité des conditions générales de son contrat d'habitation? Personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont on écrit, vous voyez, par exemple, là, on est typiquement dans un mécanisme de protection. Donc j'écris pour me protéger, comme ça j'ai balancé toutes les exclusions de garantie, au moins je suis tranquille si j'ai un problème. Ça me fait penser au mécanisme aussi qui avait été emprunté par les sociétés savantes en 1997, lorsque justement on a imposé l'obligation d'information. Je ne pense pas que pondre des fiches d'information en caractère 8 à des patients qui viennent avec un problème d'ophtalmo, on remplisse correctement notre obligation d'information. Au contraire, je dirais presque qu'on apporte la preuve qu'on a mal fait. Comment pensez-vous la pratique du secret dans votre pratique? Ce qui est important, c'est de bien retenir que le respect du droit d'une personne, à savoir le respect de sa vie privée, va obligatoirement se traduire par le respect d'une obligation du professionnel. Je suis le patient en bas avec ma voiture bleue, j'ai le droit au respect de la vie privée lorsque je suis pris en charge par un établissement et autre. Je vais être pris en charge par des professionnels de santé qui, eux, en fonction de leur profil, vont devoir respecter certaines obligations, donc de secret professionnel, vont se trouver limités dans leur capacité à échanger, de façon plus ou moins forte, symbolisée par un céder-le-passage ou un stop. Le droit au respect de la vie privée, donc ce secret il va couvrir l'ensemble des informations qui concernent la personne, donc ce n'est pas uniquement les informations de nature médicale, c'est important de le redire, et il va s'imposer à tous les professionnels intervenant dans le système de santé, et on peut également y inclure les bénévoles, puisque eux ne sont pas soumis à une forme de secret professionnel, puisqu'ils ne sont pas professionnels, mais en revanche, on va retrouver chez eux l'obligation de respecter la vie privée du patient.
Ça a été dit tout à l'heure, les professionnels qui participent à la prise en charge d'une personne peuvent échanger dans une double limite des seules informations qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, ou à la prévention ou au suivi médico-social et social de la personne, et dans le cadre du périmètre de leur mission. Alors la vraie vie, les idées reçues, c'est important aussi. Moi je crois qu'il y a aussi un décalage entre d'un côté les usages et les coutumes. Tu travailles où? À l'hôpital. Et l'hôpital, ça ouvrirait des vannes, on aurait le droit de parler, on serait entre nous, en famille. Donc vous allez voir que je pense qu'il faut sortir de ce contexte-là. Et puis une réglementation qui est extrêmement dense, pas toujours connue. L'évolution de la réglementation en matière de secret qui date de 2016. On vient de faire une journée entière sur le sujet il y a quelques semaines et on voit bien que, regardez l'exemple de la réglementation en matière de la fin de vie, 2005, on est en 2018, il y a encore beaucoup à faire pour acculturer l'ensemble des professionnels sur ces sujets. Donc l'idée reçue qui consiste à dire que l'hôpital c'est une grande et belle famille, que vos structures dans lesquelles vous travaillez sont des grandes et belles familles et que finalement on serait entre nous, je crois que c'est une fausse idée qu'il faut vite écarter et se dire plutôt que la réalité c'est que nous évoluons dans des ensembles extrêmement divers, variés, qui ne sont pas clos sur l'extérieur et qui doivent nous amener à une posture de vigilance permanente. Vigilance permanente, par exemple, lorsqu'on raisonne en termes d'accès au dossier. À peu près tout le monde s'accorde à dire sur le fait que le médecin doit avoir accès à beaucoup d'informations pour soigner le patient. Mais, par exemple, est-ce que le médecin doit avoir accès à l'ensemble des dossiers de tous les patients de l'hôpital? Pas sûr. Donc ça renvoie à des notions de paramétrage, et ça veut dire qu'il faut qu'on détermine des tiroirs qui soient en adéquation avec le juste besoin des professionnels qui évoluent autour du patient. Donc, soit on réfléchit bien en amont quand on met en place des outils de ce type-là, soit je considère qu'il nous reste quasiment plus que nos yeux pour pleurer après, c'est-à-dire faire du flicage, dont on connaît les limites sur un plan pratique. Donc le secret professionnel, je dirais qu'avant tout, c'est une histoire de posture. On peut aborder le secret professionnel sous l'angle des locaux, de l'architecture. On se sent protégé parce qu'on a quatre murs autour de soi et une porte qui ferme. Sauf que quand on a 4 murs autour de soi et une porte qui ferme, il y a des gens qui peuvent rentrer dedans. Et donc on peut voir des choses aussi dans ce bureau. Donc si le bureau, il y a plein de choses qui sont sur la table, on peut accéder à plein d'informations. Il vaut mieux donc plutôt se questionner en permanence sur nos propres postures. J'ai pris des exemples. L'exemple du self, avec Ken et Barbie qui discutent tranquillement. Moi qui suis quelquefois au self, j'écoute Ken et Barbie et je me rends compte que quelquefois on a des transmissions en direct. Et donc ça interroge aussi sur nos pratiques. Le couloir de l'hôpital. Un couloir peut être à un instant T vide, et moi je me suis déjà fait avoir, c'est-à-dire qu'on engage une conversation dans un couloir, et puis quelques secondes après, vous avez quelqu'un qui passe dans le couloir. Et donc, si on avait eu le bon réflexe, c'est-à-dire stop, on ne commence pas la discussion ici, on va ailleurs, on se met dans un endroit qui garantisse un minimum de confidentialité. Et puis également l'arrêt de bus, puisqu'on a déjà eu des remontées de personnes qui ont entendu des discussions sur la prise en charge de patients à l'arrêt de bus, et notamment dans le bus. Donc je crois que c'est important, par rapport à ces discussions qu'on va avoir dans un instant, oui, il y a le droit, oui, il y a des textes qui régissent les comportements, mais le droit ne régit pas tout, et il faut surtout qu'on conserve cette marge de bon sens, parce que à force de trop vouloir rechercher dans des textes qui ne prévoient pas toujours tout, et heureusement, finalement, on s'interdit des comportements qui pourraient justement aller dans le sens de l'intérêt du patient, supérieur du patient, et on laisse la place aussi à d'autres phénomènes rampants, donc le mécanisme de protection, mécanisme de codage, etc., et qui font qu'on en perd finalement progressivement le sens du soin. Merci à vous.